November 23, 2017. Good afternoon and welcome to the Meet the News on the CRTV. Top on the agenda, the fourth meeting of the Pilot Committee for the Rationalization of the Regional Economic Community takes off in Yaoundé to prepare an upcoming meeting of ministers of Central Africa. Our guest today is Sylvie Forbin, Deputy Director General of the World Intellectual Property Organization, WIPO, to talk on publishing and intellectual property rights. And our feature story this afternoon focuses on the Guma Festival in the North region and the Guma Dance reserved for virgins. Plus, as the final of the Cup of Cameroon approaches, we take a look at the key players of both teams. My name is Benen Boumagana, here with Gisèle Ongene. Bon après-midi, Gisèle. Good afternoon, Benen. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Le processus d'intégration des économies des pays d'Afrique centrale en marche. Les experts de la CEMAC et de la CEAC sont réunis depuis ce matin à l'hôtel Montfeu de Yaoundé dans le cadre de la 4e assise du comité de pilotage de la rationalisation des communautés économiques régionales en Afrique centrale. L'objectif des travaux est d'harmoniser les instruments de pilotage économique en Afrique centrale. Notre reporter Philippe Roger Essama est sur place à l'hôtel Montfeu. Il nous situe sur cette rencontre. Philippe Roger, si tu nous entends. Bonjour Ben Bouma, Ghana, et bienvenue ici à l'hôtel Montfébé où se déroule en ce moment la 4e réunion du comité de pilotage de la rationalisation des communautés économiques régionales en Afrique centrale. C'est une réunion d'experts qui va les retenir ici jusqu'à samedi prochain avec pour objectif de réfléchir sur l'harmonisation des politiques économiques dans les zones CEMAC et CEAC avec pour point d'ancrage des travaux, le rapprochement des cadres juridiques, la libre circulation des personnes et des biens, mais aussi la coopération monétaire. Il faut dire que la finalité de ces travaux est de booster la dynamique de coopération économique entre les pays de l'Afrique centrale fondée sur une véritable zone de libre-échange. Voilà, Gisèle, c'est à quoi les experts vont s'atteler ici jusqu'à samedi prochain. Le clou de cette rencontre étant attendu lundi avec l'entrée en scène des ministres de ces communautés économiques CEMAC, CEAC. À vous l'antenne. Merci Philippe Roger Essama. Plateforme de l'interface sciences politiques pour la biodiversité et les services écosystémiques, les membres de cet organe viennent de prendre fonction. C'était hier. Ils ont été installés par le ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature et du Développement durable. Et les Pierre les a exhortés à œuvrer pour une exploitation rationnelle des ressources. Florence Ngwangele pour d'autres précisions. La biodiversité est un don important du patrimoine national. Sa perte est l'une des menaces à laquelle fait face le Cameroun actuellement. Les nouveaux membres de cette plateforme nationale de l'interface sciences politiques pour la biodiversité et les services écosystémiques devraient fournir au gouvernement des informations fiables sur l'état de la biodiversité et ses écosystèmes en tenant compte des tendances actuelles de leur utilisation. Il va falloir donc mettre à nos services la science et les hommes politiques pour nous trouver le maximum de la biodiversité avec différents services écosystémiques. Les promus sont conscients des missions qui sont les leurs. S'assurer que les résultats du travail fait par des chercheurs sont pris en compte dans les politiques ainsi que les décisions relatives à la biodiversité. Les partenaires au développement promettent un appui pour le bon fonctionnement de cette structure. L'UICN produit des informations crédibles, a une base de données assez riche sur la biodiversité en général qu'elle va mettre à la contribution de la plateforme qui va aider la plateforme à accomplir ses missions. Avec cette plateforme sur la biodiversité et les écosystèmes, l'information à caractère scientifique dans le processus de prise de décision et les actions de gestion de la diversité biologique sera désormais à la disposition du gouvernement. The fourth meeting of the Pilot Committee for Rationalization of the Regional Economic Community for Central Africa has taken off in Yaoundé. For 3 days, experts will examine a variety of issues to prepare an upcoming meeting of ministers of Central Africa. Luma Slim Davis is standing by at the Montfebe Hotel with an update. Hello, Luma. Good morning.
Hello Benin, you're welcome to the Montfebe Hotel, where the 4th edition of the Pilot Committee meeting for rationalization in the Central Africa is holding. This 3-day meeting has brought together experts that will examine, amongst other things, a variety of issues. That is, the unifying instruments of the Free Trade Zone of CEMAC and CEAC, as well as other financial issues. In a nutshell, Benin, this meeting will harmonize political and trade instruments that will facilitate the Free Trade Zone, that is, free movement of persons and goods. You know, the talk these days is on trade facilitation. You can therefore imagine what importance this meeting wields. This is Luma Slim Davis at the Montfebe Hotel for CRTV News. Thank you very much, Luma Slim Davis. A workshop and first meeting of the National Platform for Science Policy on Biodiversity Ecosystem Services has taken place in Yaoundé. The workshop was examining and drafting a report for a national assessment of biodiversity and ecosystem services. It should be noted that Cameroon's biodiversity is the most diverse in Africa in terms of species, genetic resources and ecosystems. Caroline Oke, Anoma reports. Cameroon is endowed with a rich biological diversity within diverse ecosystems that are largely representative of Africa's ecosystems. The nation's diversity in biological resources and species, alongside services rendered by the diverse ecosystem, represents 80% of Africa's ecosystems, are all valuable resources for the well-being of the people. Launching the newly established National Platform for Science Policy on Biodiversity and Ecosystem Services, the minister called on the members to ensure that decisions taken are well-informed and likely to provide appropriate responses to the increasing loss of biodiversity. Our country is very rich in terms of biodiversity, and our duty is to exploit that richness for our well-being. They would basically be validating data. They would ensure that the data they validate is the data that is found on the table of all sectors that take decisions in this country. Biodiversity, therefore, constitutes an important gift of the national heritage, the protection of which can provide the required foundation for economic and social development. Look at the whole realm of living things and how we can use them in a way that is better, in a way that is more efficient, that is cleaner, and that can help Africa, rise. Members of the National Platform are expected to put up an operational governance structure for biodiversity ecosystem services assessment in Cameroon. Financed by the German Climate Initiative IKI and GIZ Profe, the ongoing workshop brought together over 40 stakeholders made up of the recently installed members of the National Platform and invited observers. Comment élaborer les sillons qui vont permettre au secteur de l'édition d'être un levier de développement en Afrique? Tel est l'objet de la conférence régionale que le Premier ministre, chef du gouvernement, a ouvert hier à Yaoundé sur l'édition et qui s'achève ce jeudi avec des résolutions certaines pour une édition action efficace. Revenons sur ces travaux d'hier avec Agnès Solange-Abessolo. Marchande n'égale pas celle du cacao, encore moins celle du café. Pourtant, le livre représente un potentiel économique qui n'a pas fini de mettre en appétit la convoitise des spéculateurs. Il faut réveiller la valeur économique du livre. Les livres de cuisine, par exemple, se vendent beaucoup ici. Et les livres scolaires, les éditeurs étrangers viennent vendre nos manuels scolaires à nous, alors que nous avons des auteurs camerounais et des éditeurs camerounais. Si on pouvait protéger ce marché, cette part de marché, ça rapporterait énormément à la période des rentrées scolaires. Plus riche en audace et en influence pourrait être l'industrie du livre si l'éditeur africain valorisait encore plus l'éloquence vernaculaire. Ce sont aujourd'hui de nouvelles techniques, de nouveaux moyens d'apprentissage qui font nous en Côte d'Ivoire. Nous sommes en phase expérimentale de la promotion de la langue nationale à l'école. Aujourd'hui, un livre que nous produisons en Côte d'Ivoire, je ne suis pas sûr que ce livre-là soit disponible sur le marché camerounais. Le secteur de l'édition est donc, selon les spécialistes, l'un des rares où l'on peut faire des bénéfices sans un capital substantiel de départ autre que son intelligence. La ressource humaine, qui est le capital principal qu'on reconnaît en Afrique,
en plus des richesses périssables du sol et du sous-sol, cette ressource-là doit être formée pour qu'elle puisse produire. L'olive doit donc être au cœur des processus de formation et des décisions pour le plein épanouissement de l'édition en Afrique, au risque de passer à côté de son éclosion. Alors, Sylvie Forbin, vice-directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI, est l'invitée de ce journal. C'est à l'occasion de la conférence régionale sur le rôle de l'édition dans l'éducation et la croissance économique en Afrique. Bon après-midi, madame, et bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, d'entrée de jeu, rappelez-nous un peu les missions de l'OMPI et l'importance qu'elle accorde à l'édition. L'OMPI est une organisation des Nations Unies. C'est une organisation dite spécialisée. Elle est spécialisée dans un domaine qui est peu connu et qui est pourtant essentiel à nos économies et à nos sociétés, qui est la propriété intellectuelle. Et dans cette propriété intellectuelle, elle est au cœur de toutes nos activités. Vous la trouvez dans les brevets industriels, vous la trouvez dans les marques, et vous la trouvez également dans le droit d'auteur. Et c'est ce dont je m'occupe depuis Genève, le droit d'auteur et les industries créatives. Dans l'importance de l'édition pour l'OMPI. Alors, c'est une organisation mondiale. Notre travail est d'élaborer des traités, c'est-à-dire des règles applicables dans le monde sur les secteurs dans lesquels nous pouvons avoir un intérêt à voir ces règles respectées, c'est-à-dire à pouvoir échanger dans le monde. Et l'édition fait partie de ces domaines que l'on appelle des industries créatives, au même titre que la musique, le cinéma, d'autres secteurs de tout ce monde des industries culturelles. Alors la réunion qui s'achève aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas encore au niveau des résolutions, mais il y a quand même des enjeux pour l'avenir, les perspectives. Alors, je viens en Afrique et je viens à Yaoundé. J'ai été sollicitée par votre ministre de la Culture et j'ai tout de suite compris quand il a évoqué ce sujet avec moi, il y a près de cela 1 an, que l'édition, et notamment l'édition éducative, représentait un enjeu énorme en Afrique. Et c'est un enjeu, pourquoi? Parce que la population en Afrique est une population jeune, déjà aujourd'hui, et que si on se porte vers un horizon un peu plus lointain, vers 2034, tous les chiffres et toutes les projections indiquent que l'Afrique sera le continent dans le monde dans lequel la population en âge de travailler sera la plus grande. C'est un atout énorme. Toutes les autres régions du monde seront en train de vieillir et l'Afrique aura cet atout jeunesse et cet atout qu'il faut absolument valoriser. Or, cet atout ne peut être transformé que si les enfants, qui seront les adultes de demain, sont éduqués, ont accès aux livres, et c'est la raison pour laquelle c'est un enjeu absolument essentiel, en dehors du fait que c'est un enjeu également économique pour aujourd'hui. Justement, si on parle de chiffres, 59 millions d'enfants dans le monde n'ont pas accès à l'éducation, ne vont pas à l'école. Et il y a un fossé, un grand écart entre les enfants de l'Occident et les enfants en Afrique. Et qu'il y a quand même une solution. Pouvez-vous nous la partager? Alors c'est vrai que sur le chiffre que vous venez de donner, malheureusement, la moitié de ce chiffre, une bonne moitié de ce chiffre, se trouve également aujourd'hui en Afrique. Et donc nous devons prendre ce problème à bras le corps. Nous devons essayer de trouver des solutions pour que vous ne soyez pas en absence de livres. Parce que pour éduquer, il faut des bons professeurs, il faut des bons enseignants, mais il faut également des bons livres. Et les bons livres, vous en avez, mais vous en avez qui viennent beaucoup de l'étranger pour l'instant. Et tout l'intérêt de cette conférence, c'est d'essayer de créer des passerelles entre le monde de l'éducation, c'est-à-dire les responsables publics des politiques publiques d'éducation, et
les éditeurs, car les éditeurs sont là pour faire les livres qui vont être ensuite distribués à tous les enfants d'Afrique. Maintenant, comment est-ce que l'OMPI se déploie pour protéger les intérêts des éditeurs africains dans les négociations qu'ils ont avec des grands groupes de communication internationaux? Alors, c'est une question essentielle, c'est au cœur de nos réflexions. Il ne faut pas du tout rejeter le soutien des grands groupes internationaux. Ils ont été présents depuis des années et nous souhaitons qu'ils continuent à l'être, mais peut-être d'une façon un peu différente. Nous souhaiterions notamment que l'Afrique gagne la souveraineté de son édition. C'est aux auteurs africains, c'est aux auteurs africains, c'est aux distributeurs africains, c'est aux libraires africains de prendre ce problème en relation très étroite évidemment avec les autorités publiques, avec les ministères de l'Éducation, mais également avec les ministères du Livre et avec d'autres ministères qui vont mettre des solutions qui vont être attractives non seulement pour l'industrie privée en Afrique, mais également dans les partenariats avec les grands groupes dont vous parlez. Ce que nous voulons, c'est des contrats de coédition, de façon que les éditeurs africains soient vraiment des acteurs dans ces partenariats. Ce sont des auteurs africains qui puissent, en fonction des curriculums édictés par les ministères de l'Éducation, faire le contenu des ouvrages. Et ce sont également des moyens qui peuvent aussi emprunter au monde du numérique que nous voudrions mettre au cœur de ces discussions. Donc, c'est grâce à cela que l'on va faire ce que l'on appelle des partenariats publics-privés qui vont apporter, espérons-le, de l'oxygène, des moyens et de l'énergie et mettre le créateur africain au centre de nos sujets. Let me ask this question. A young man writes a book, or he writes an article, or he writes a poem, or creates a piece of art. What should he do as far as intellectual property rights is concerned after coming out with that creation, with that book, with that poetry, with that article? What should he do? So, first of all, he has nothing to do. His rights are already existing as soon as he creates. This is the marvelous word of the copyright environment. It's different if we speak of patents or if we speak of grants, where you have to go to a registry which recognize that you are the owner of the right and have a written, like a notary, a written expression of the right. For us, it is not compulsory. The first international treaty, the Berne Convention, is completely clear on that. As soon as you create a poem, you are the owner, you are the author. But after, you have a network that you have to follow, a path that you have to go to exploit your poem. And that's where you can come to the National Registry. It is not compulsory, but it's better, especially in the digital environment, it's better to have a sort of traceability of your ownership. And as well, you have all the collecting societies which are there for the exploitation of your poem, because your poem belongs to you, but you do it as well. You do it for you, yes, but you do it as well for the other people to enjoy it. Well, that's great. Thank you very much, Sylvie Fobin. You say in English I could say Sylvie Fobin, right? Yes, indeed. Deputy Director General of the World International Property Organization, WIPO. Thank you very much for coming. Please just stay with us a while and let's go on with the newscasts. Tout à fait, Benan. Un hôte de marque a été reçu à la Fondation Chantal Biya hier. L'ambassadeur de la République populaire de Chine, son Excellence Wei Wenhua, était porteur d'un don constitué de denrées alimentaires destinées aux personnes vulnérables encadrées par la Fondation Chantal Biya. Sur ce troisième don du genre de la diplomatie chinoise à la Fondation Chantal Biya. Voici le reportage de Joseph Clément Omba.
Partenaire privilégié de la Fondation Chantal Biya, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Cameroun, Wei Wenhua, foule le sol de la Fondation pour la 3e fois depuis son accréditation en 2015. 3e don au bénéfice des populations vulnérables encadré par la Fondation Chantal Biya. Le don est constitué essentiellement de denrées alimentaires pour soutenir la nutrition des bénéficiaires. L'acte de remise de dons est signé tout comme le livre d'or après la remise symbolique du don au secrétaire général Habissou Bidoum. Chaque année, nous avons offert des dons à travers la Fondation pour les démunis camerounais. Nous allons continuer à coopérer avec la Fondation pour apporter des aides à des démunis et des Camerounais. Habissou Bidoum loue un partenariat agissant et exprime la gratitude de Mme Chantal Biya à l'endroit de la Chine. Le diplomate chinois visite ensuite les pavillons. Au pavillon Luc Montagnier, escale significative au laboratoire. Ils ont servi de site sentinelle à l'expérimentation du vaccin contre le rotavirus, première cause de diarrhée chez l'enfant. Le vaccin est lancé en 2011 au Palais des Sports de Yaoundé par Mme Chantal Biya. L'ambassadeur découvre également les ateliers de rééducation, d'encadrement des enfants souffrant de malformations ou d'autisme, l'atelier de kinésithérapie. L'enfant, quand on dépose l'enfant, il doit rester couché comme ça avec le bras surélevé. J'ai visité les laboratoires, les chambres pour les enfants. Et il faut beaucoup de patience pour faire ça et c'est pas facile pour faire ça. Nous apprécions beaucoup. En découvrant les saveurs culturelles du Cameroun, distillées par le groupe Nkonkwa, l'ambassadeur quitte la Fondation Chantal Biya, manifestement séduit par la qualité de l'encadrement des enfants malades ou vulnérables. En religion, culte solennel de clôture dimanche dernier des assises du consistoire Saint-Niambé au Père de Dieu à la paroisse Liliken de l'église presbytérienne du Cameroun EPC Synode Bambibi. De nombreuses résolutions ont été prises pour taire les discordes afin de continuer l'œuvre pastorale en paix. Marcel Ekassibile a assisté à ce culte officié par le révérend Stéphane Bam. Unissons-nous pour reconstruire l'église. Les 9e assises du synodical Babimbi de l'EPC des consistoires Atna, Sanyambe, Kabod, Adonai ont été clôturées par un culte au cours duquel le bilan des travaux a été présenté. Pour un mandat de 4 ans, c'est désormais Régine Tonnier qui conduira les femmes de ce synodical. Nous attendons des femmes l'harmonie, des fruits qui sortent des groupes répartis de l'ACF qui se réunissent régulièrement. C'est l'harmonie que nous cherchons. À l'élu du jour, l'aumônier du synodical Babimbi va prodiguer des conseils visant à voir la nouvelle équipe aller toujours de l'avant dans le travail. D'abord, de respecter la loi de Dieu qui est l'amour. Savoir que si nous sommes devenus aujourd'hui à la tête de l'ACF, que nous prenions cela et que nous puissions travailler pour l'amour du Seigneur, encadrer tout le monde sans discrimination. Il leur a également été recommandé de souffrir pour la justice de Dieu, de mettre Dieu au centre de toutes leurs œuvres et de reconnaître son pouvoir en toutes circonstances. The senior divisional officer for the Villa, that is in the South region, Rachel Ngazang Akono, has called on illegal occupants of land belonging to the government primary school John Atort in Bolova to quit or face the law. The senior administrator visited the basic education institution Monday and was told that out of the 5,000 square meters of land initially attributed to the school, only 500 is available. A situation that has caused a serious problem of space for the over 400 pupils of the school. Clarence Aze, please tell us more. This is Government Primary School John Holt. It is probably one of the schools facing the highest land grabbing effect in Bolova. Pupils are obliged to patch up like this to take lessons with the noise generated by their immediate neighbors. No recreational ground. Out of the 5,000 meter square of land attributed to the school by the state, some individuals have sold out almost all of it, leaving behind less than 500 meter square. Some of the individuals are said to be competent authorities who are expected to watch over the state property. The SEO for the Villa, Rachel Ngazang,
who has been following the problem, says the illegal occupants should prepare to leave the zone so that a befitting study environment can be made available for the over 400 pupils. She has equally warned individuals who go on buying land without titles while promising tough times for authorities who sell state property. Several markets in many towns of Cameroon have in the recent past been burned down by fire. The damage incurred each time a market is razed by fire is often enormous. Most of the time, the cause of the fire outbreaks in markets is linked to electrical problems. Now, in an in-depth report, Ebenezer Akanga looks at electricity connections in some markets in Yaoundé and says that the ingredients are well in place for frequent fire outbreaks. Follow the report. This is the market called Machin Fundi in Yaoundé. One thing that does not leave anyone indifferent there is the number of electric cables that cross and crisscross the market. At the central market in Yaoundé, the situation is not different. Everyone taps current any way he can. Some of the cables even lie on the ground, and this does not bother anyone. Added to electric cables are telephone and TV cables, which cross and crisscross in markets, making it look like cobwebs. Anarchical electricity connections in markets in Cameroon is a serious problem indeed. The standards are not respected. At times, it might be the size of the cable and even the quality of the cable. Apart from anarchical electricity connections, the quality of materials used is another serious problem. The materials are for the most part not standard. This is how even telephone cables are used to connect electricity. If you place a cable that has a specific resistance in an inappropriate environment where it has to carry current which is twice or thrice its capacity, the cable will get hot. Because of the heat, the cable will melt, and when there is contact between the wires, there will be a short circuit that will cause a fire outbreak. With the anarchy in electricity connection, the ingredients are in place for frequent fire outbreaks in markets in Cameroon. And it is only when it happens that everyone tends to see that there was danger. It's better to solve the problem right now. The first ever edition of the Guma Cultural Festival of the Gida people in the North region has recorded resounding success in bringing the sons and daughters together to showcase their rich cultural heritage. The heart of the Guma Festival is most probably the Guma traditional dance, which is reserved only for virgins or young girls believed to be pure. For a better understanding of this concept, let's follow this report by Bruno Ndongwi Fongwi. Libations from an elderly Gida believed to be in communication with the ancestors set the tone for the ceremony. The festival mascot was then presented to the marveled public who came from in and out of the country for the first ever edition of the Guma Cultural Festival. Among the series of traditional dances, the Guma dance, the pride of the Gida people, stood out. Mostly impressed by the way that Gida people kept their culture as it was during the ancient time. The culture is still alive. It's not something which only old people remember, but something which is being told and taught to the young generation. A cultural village depicting a typical Gida setting was also set up, and stands of arts and crafts delineating the cultures and activities of the ancient epochs, all to the admiration of the North Governor. You can appreciate that and you encourage our different culture. I give them my support. The success of the events came as fruit of an arduous task on the part of the organizing committee. It was very tough, but I'm happy that we succeeded to organize this meeting. I think for the future, one thing we should do is mobilizing more people around the event. The Guma Cultural Festival
reminds the Gidas of the strength of their cultural values and used as a platform to entrench fading customs and traditions to the younger generations. Thank you, Bruno. Now let's talk sports. We just a few days to go to the final of the Football Cup of Cameroon. CRTV's Baldwin Sama has been looking at the key players of both Union de Mouvement Sportif of Loum and New Stars of Douala. Baldwin says Thomas Etab Bawak and Abouem Maya are the two players who will be battling for the Best Player Award. Let's follow his report. The final of the Football Cup of Cameroon is considered as an opportunity for different footballers involved to prove their worth and confirm their supremacy. For this final to pit UMS of Loum against New Stars of Douala, players to watch out for are Etab Bawak, right-back defender for UMS of Loum, whose output has convincingly played a trick for UMS's defense. Thomas Etab Bawak will make use of his experience playing with the intermediate Lions and is ready to help his team succeed. UMS of Loum will equally be counting on her central defender, 25-year-old Abouem Maya. His calm attitude at the defense is seen as a great asset for the team, and he will equally be counting on his recent calls with both the intermediate Lions and the national football team of Cameroon to stamp his authority against New Stars of Douala. For New Stars, they will be counting on this goalkeeper, Israel Koloni, whose coming to the team was seen as a solution to their goalkeeping crisis. Goalkeeper Koloni has already imposed himself with several saves and is looking forward to stopping any attack from UMS of Loum on the day of the final. And finally, Kwo Bile, attacker for New Stars of Douala, is the highest goal scorer for his team so far. And with his experience playing with the intermediate Lions, he will want to score the needed goals against UMS of Loum. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Banan et moi, on vous retrouve demain lorsque le soleil sera au zénith. Banan, have a nice good afternoon. Have a nice day to you. Thank you so much. Il ne faut pas du tout rejeter le soutien des grands groupes internationaux. Ils ont été présents depuis des années et nous souhaitons qu'ils continuent à l'être, mais peut-être d'une façon un peu différente. Nous souhaiterions notamment que l'Afrique gagne la souveraineté de son édition. C'est aux auteurs africains, c'est aux auteurs africains, c'est aux distributeurs africains, c'est aux libraires africains de prendre ce problème en relation très étroite, évidemment, avec les autorités publiques, avec les ministères de l'Éducation, mais également avec les ministères du Livre et avec d'autres ministères qui vont mettre des solutions qui vont être attractives non seulement pour l'industrie privée en Afrique, mais également dans les partenariats avec les grands groupes dont vous parlez. Ce que nous voulons, c'est des contrats de coédition, de façon que les éditeurs africains soient vraiment des acteurs dans ces partenariats. Ce sont des auteurs africains qui puissent, en fonction des curriculums édictés par les ministères de l'Éducation, faire le contenu des ouvrages. Et ce sont également des moyens qui peuvent aussi emprunter au monde du numérique que nous voudrions mettre au cœur de ces discussions. Donc, c'est grâce à cela que l'on va faire ce que l'on appelle des partenariats publics-privés qui vont apporter, espérons-le, de l'oxygène, des moyens et de l'énergie et mettre le créateur africain au centre de nos sujets. Let me ask this question. A young man writes a book, or he writes an article, or he writes a poem, or creates a piece of art. What should he do as far as intellectual property rights is concerned after coming out with that creation, with that book, with that poetry, with that article? What should he do? So, first of all, he has nothing to do. His rights are already existing as soon as he creates. This is the marvelous word of the copyright environment. It's different if we speak of patents or if we speak of grants,
where you have to go to a registry which recognize that you are the owner of the right and have a written, like a notary, a written expression of the right. For us, it is not compulsory. The first international treaty, the Berne Convention, is completely clear on that. As soon as you create a poem, you are the owner, you are the author. But after, you have a network that you have to follow, a path that you have to go to exploit your poem. And that's where you can come to the National Registry. It is not compulsory, but it's better, especially in the digital environment, it's better to have sort of traceability of your ownership. And as well, you have all the collecting societies which are there for the exploitation of your poem, because your poem belongs to you, but you do it as well. You do it for you, yes, but you do it as well for the other people to enjoy it. Well, that's great. Thank you very much, Sylvie Forbin. You say in English I could say Sylvie Forbin, right? Yes, indeed. November 23, 2017. Good afternoon and welcome to the Meet the News on the CRTV. Top on the agenda, the fourth meeting of the Pilot Committee for the Rationalization of the Regional Economic Community takes off in Yaoundé to prepare an upcoming meeting of Ministers of Central Africa. Our guest today is Sylvie Forbin, Deputy Director General of the World Intellectual Property Organization, WIPO, to talk on publishing and intellectual property rights. And our feature story this afternoon focuses on the Gouma Festival in the North region and the Gouma Dance reserved for virgins. Plus, as the final of the Cup of Cameroon approaches, we take a look at the key players of both teams. My name is Benin Boumagana, here with Gisèle Ongene. Bon après-midi, Gisèle. Good afternoon, Benin. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Le processus d'intégration des économies des pays d'Afrique centrale en marche. Les experts de la CEMAC et de la CEAC sont réunis depuis ce matin à l'hôtel Montfeu Yaoundé dans le cadre de la 4e assise du comité de pilotage de la rationalisation des communautés économiques régionales en Afrique centrale. L'objectif des travaux est d'harmoniser les instruments de pilotage économique en Afrique centrale. Notre reporter Philippe Roger Essama est sur place à l'hôtel Montfeu. Il nous situe sur cette rencontre. Philippe Roger, si tu nous entends. Bonjour Ben Boumagana et bienvenue ici à l'hôtel Montfébé où se déroule en ce moment la 4e réunion du comité de pilotage de la rationalisation des communautés économiques régionales en Afrique centrale. C'est une réunion d'experts qui va les retenir ici jusqu'à samedi prochain avec pour objectif de réfléchir sur l'harmonisation des politiques économiques dans les zones CEMAC et CEAC avec pour point d'ancrage des travaux le rapprochement des cadres juridiques, la libre circulation des personnes et des biens, mais aussi la coopération monétaire. Il faut dire que la finalité de ces travaux est de booster la dynamique de coopération économique entre les pays de l'Afrique centrale fondée sur une véritable zone de libre-échange. Voilà Gisèle, c'est à quoi les experts vont s'atteler ici jusqu'à samedi prochain. Le clou de cette rencontre étant attendu lundi avec l'entrée en scène des ministres de ces communautés économiques CEMAC, CEAC. À vous l'antenne. Merci Philippe Roger Essama. Plateforme de l'interface sciences politiques pour la biodiversité et les services écosystémiques, les membres de cet organe viennent de prendre fonction. C'était hier. Ils ont été installés par le ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature et du Développement durable. Et les Pierre les a exhortés à œuvrer pour une exploitation rationnelle des ressources. Florence Ngwangele pour d'autres précisions.
La biodiversité est un don important du patrimoine national. Sa perte est l'une des menaces à laquelle fait face le Cameroun actuellement. Les nouveaux membres de cette plateforme nationale de l'interface sciences-politiques pour la biodiversité et les services écosystémiques devraient fournir au gouvernement des informations fiables sur l'état de la biodiversité et ses écosystèmes en tenant compte des tendances actuelles de leur utilisation. Il va falloir donc mettre à nos services la science et les hommes politiques pour nous trouver le maximum de la biodiversité avec différents services écosystémiques. Les promus sont conscients des missions qui sont les leurs. S'assurer que les résultats du travail fait par des chercheurs sont pris en compte dans les politiques ainsi que les décisions relatives à la biodiversité. Les partenaires au développement promettent un appui pour le bon fonctionnement de cette structure. L'UICN produit des informations crédibles, a une base de données assez riche sur la biodiversité en général qu'elle va mettre à la contribution de la plateforme qui va aider la plateforme à accomplir ses missions. Avec cette plateforme sur la biodiversité et les écosystèmes, l'information à caractère scientifique dans le processus de prise de décision et les actions de gestion de la diversité biologique sera désormais à la disposition du gouvernement. The fourth meeting of the Pilot Committee for Rationalization of the Regional Economic Community for Central Africa has taken off in Yaoundé. For 3 days, experts will examine a variety of issues to prepare an upcoming meeting of ministers of Central Africa. Luma Slim Davis is standing by at the Monfebe Hotel with an update. Hello, Luma. Good morning. Hello, Benin. You're welcome to the Monfebe Hotel, where the 4th edition of the Pilot Committee meeting for rationalization in the Central Africa is holding. This 3-day meeting has brought together experts that will examine, amongst other things, a variety of issues. That is, the unifying instruments of the free trade zone of CEMAC and SEAC, as well as other financial issues. In a nutshell, Benin, this meeting will harmonize political and trade instruments that will facilitate the free trade zone, that is, free movement of persons and goods. You know, the talk these days is on trade facilitation. You can therefore imagine what importance this meeting wields. This is Luma Slim Davis at the Monfebe Hotel for CRTV News. Thank you very much, Luma Slim Davis. A workshop and first meeting of the National Platform for Science Policy on Biodiversity Ecosystem Services has taken place in Yaoundé. The workshop was examining and drafting a report for a national assessment of biodiversity and ecosystem services. It should be noted that Cameroon's biodiversity is the most diverse in Africa in terms of species, genetic resources and ecosystems. Caroline Oke, Anoma reports. Cameroon is endowed with a rich biological diversity within diverse ecosystems that are largely representative of Africa's ecosystems. The nation's diversity in biological resources and species, alongside services rendered by the diverse ecosystem, represents 80% of Africa's ecosystems, are all valuable resources for the well-being of the people. Launching the newly established National Platform for Science Policy on Biodiversity and Ecosystem Services, the minister called on the members to ensure that decisions taken are well-informed and likely to provide appropriate responses to the increasing loss of biodiversity. Our country is very rich in terms of biodiversity, and our duty is to exploit that richness for our well-being. They would basically be validating data. They would ensure that the data they validate is the data that is found on the table of all sectors that take decisions in this country. Biodiversity, therefore, constitutes an important gift of the national heritage, the protection of which can provide the required foundation for economic and social development. Look at the whole realm of living things and how we can use them in a way that is better, in a way that is more efficient, that is cleaner, and that can help Africa, rise. Members of the National Platform are expected to put up an operational governance structure for biodiversity ecosystem services assessment in Cameroon.
Financed by the German Climate Initiative IKI and GIZ Profe, the ongoing workshop brought together over 40 stakeholders made up of the recently installed members of the national platform and invited observers. Comment élaborer les sillons qui vont permettre au secteur de l'édition d'être un levier de développement en Afrique? Tel est l'objet de la conférence régionale que le Premier ministre, chef du gouvernement, a ouvert hier à Yaoundé sur l'édition et qui s'achève ce jeudi avec des résolutions certaines pour une édition action efficace. Revenons sur ces travaux d'hier avec Agnès Solange-Abessolo. Marchande n'égale pas celle du cacao, encore moins celle du café. Pourtant, le livre représente un potentiel économique qui n'a pas fini de mettre en appétit la convoitise des spéculateurs. Il faut réveiller la valeur économique du livre. Les livres de cuisine, par exemple, se vendent beaucoup ici. Et les livres scolaires, les éditeurs étrangers viennent vendre nos manuels scolaires à nous. Alors que nous avons des auteurs camerounais et des éditeurs camerounais. Si on pouvait protéger ce marché, cette part de marché, ça rapporterait énormément à la période des rentrées scolaires. Plus riche en audace et en influence pourrait être l'industrie du livre si l'éditeur africain valorisait encore plus l'éloquence vernaculaire. Ce sont aujourd'hui de nouvelles techniques, de nouveaux moyens d'apprentissage qui feront en Côte d'Ivoire. Nous sommes en phase expérimentale de la promotion de la langue nationale à l'école. Aujourd'hui, un livre que nous produisons en Côte d'Ivoire, je ne suis pas sûr que ce livre-là soit disponible sur le marché camerounais. Le secteur de l'édition est donc, selon les spécialistes, l'un des rares où l'on peut faire des bénéfices sans un capital substantiel de départ autre que son intelligence. La ressource humaine, qui est le capital principal qu'on reconnaît en Afrique, en plus des richesses périssables du sol et du sous-sol, cette ressource-là doit être formée pour qu'elle puisse produire. Le livre doit donc être au cœur des processus de formation et des décisions pour le plein épanouissement de l'édition en Afrique, au risque de passer à côté de son éclosion. Alors, Sylvie Forbin, vice-directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMP, est l'invitée de ce journal. C'est à l'occasion de la conférence régionale sur le rôle de l'édition dans l'éducation et la croissance économique en Afrique. Bon après-midi, madame, et bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, d'entrée de jeu, rappelez-nous un peu les missions de l'OMPI et l'importance qu'elle accorde à l'édition. L'OMPI est une organisation des Nations Unies. C'est une organisation dite spécialisée. Elle est spécialisée dans un domaine qui est peu connu et qui est pourtant essentiel à nos économies et à nos sociétés, qui est la propriété intellectuelle. Et dans cette propriété intellectuelle, elle est au cœur de toutes nos activités. Vous la trouvez dans les brevets industriels, vous la trouvez dans les marques, et vous la trouvez également dans le droit d'auteur. Et c'est ce dont je m'occupe depuis Genève, le droit d'auteur et les industries créatives. Dans l'importance de l'édition pour l'OMPI. Alors, c'est une organisation mondiale. Notre travail est d'élaborer des traités, c'est-à-dire des règles applicables dans le monde sur les secteurs dans lesquels nous pouvons avoir un intérêt à voir ces règles respectées, c'est-à-dire à pouvoir échanger dans le monde. Et l'édition fait partie de ces domaines que l'on appelle des industries créatives, au même titre que la musique, le cinéma, d'autres secteurs de tout ce monde des industries culturelles. Alors la réunion qui s'achève aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas encore au niveau des résolutions, mais il y a quand même des enjeux pour l'avenir, les perspectives. Alors, je viens en Afrique et je viens à Yaoundé. J'ai été sollicitée par votre ministre de la Culture et j'ai tout de suite compris quand il a évoqué ce sujet avec moi il y a près de cela 1 an que l'édition et notamment l'édition éducative représentait un enjeu énorme en Afrique. Et c'est un enjeu pourquoi? Parce que la population en Afrique est une population jeune, déjà aujourd'hui, et que si on se porte
vers un horizon un peu plus lointain, vers 2034, tous les chiffres et toutes les projections indiquent que l'Afrique sera le continent dans le monde dans lequel la population en âge de travailler sera la plus grande. C'est un atout énorme. Toutes les autres régions du monde seront en train de vieillir et l'Afrique aura cet atout jeunesse et cet atout qu'il faut absolument valoriser. Or, cet atout ne peut être transformé que si les enfants, qui seront les adultes de demain, sont éduqués, ont accès aux livres, et c'est la raison pour laquelle c'est un enjeu absolument essentiel, en dehors du fait que c'est un enjeu également économique pour aujourd'hui. Justement, si on parle de chiffres, 59 millions d'enfants dans le monde n'ont pas accès à l'éducation, ne vont pas à l'école. Et il y a un fossé, un grand écart entre les enfants de l'Occident et les enfants en Afrique. Et qu'il y a quand même une solution. Pouvez-vous nous la partager? Alors c'est vrai que sur le chiffre que vous venez de donner, malheureusement, la moitié de ce chiffre, une bonne moitié de ce chiffre, se trouve également aujourd'hui en Afrique. Et donc nous devons prendre ce problème à bras le corps. Nous devons essayer de trouver des solutions pour que vous ne soyez pas en absence de livres. Parce que pour éduquer, il faut des bons professeurs, il faut des bons enseignants, mais il faut également des bons livres. Et les bons livres, vous en avez, mais vous en avez qui viennent beaucoup de l'étranger pour l'instant. Et tout l'intérêt de cette conférence, c'est d'essayer de créer des passerelles entre le monde de l'éducation, c'est-à-dire les responsables publics des politiques publiques d'éducation, et les éditeurs, car les éditeurs sont là pour faire les livres qui vont être ensuite distribués à tous les enfants d'Afrique. Maintenant, comment est-ce que l'OMPI se déploie pour protéger les intérêts des éditeurs africains dans les négociations qu'ils ont avec des grands groupes de communication internationaux? Alors, c'est une question essentielle, c'est au cœur de nos réflexions.